Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Au début du mois d'avril, le Parisien a raconté le combat d'un père pour que son fils puisse bénéficier d'une euthanasie. Son fils Benjamin est plongé dans un coma végétatif irréversible depuis 2005 à la suite d'un accident de la route. Maxime Danielou, 72 ans, est retraité, il vit à Saint-Malo. La future loi sur la fin de vie qui sera examinée à l'Assemblée en mai ne devrait pas concerner Benjamin parce qu'il n'est ni malade ni considéré comme en fin de vie, même si son cerveau est éteint. Aujourd'hui, Maxime Danielou témoigne dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Maxime Danielou dans sa grande maison à Saint-Malo en Bretagne. On s'installe dans son salon avec vue sur son beau jardin et sur la mer. Maxime est né le 1er mars 1952. Il est originaire du Finistère, mais il vit un bon moment à Rennes puis à Paris. À 19 ans, il rencontre sa future femme. Nous étions étudiants tous les deux. Nous nous sommes bien plu. Nous sommes partis en vacances en autostop jusqu'en Sicile. Et puis, nous avons ramené une petite surprise qui était notre fils aîné. Ils se connaissent depuis peu, mais sa future femme tombe enceinte pendant ce voyage. C'était pas vraiment prévu, non. Et nous nous sommes mariés un 24 décembre, parce que c'était le jour où ma future femme était majeure. Donc elle était majeure à midi, et elle a tenu à ce qu'on se marie ce jour-là, le jour de sa majorité, à 15h. Maxime a 20 ans quand, le 28 avril 1972, son premier fils vient au monde. Il redevient papa 3 ans après, en août 1975, avec la naissance de sa fille. Son troisième enfant, Benjamin, naît le 16 juin 1984. Maxime est peu présent pour sa famille, il est publicitaire, il travaille beaucoup, et il a de nombreux déplacements à Paris. C'est un métier vraiment très prenant. Et je ne voyais ma famille essentiellement que le week-end. J'arrivais le vendredi et en général je partais assez tôt le lundi. Et après, pour Benjamin, là j'ai su me libérer du temps et j'ai vraiment profité de Benjamin. Maxime et sa femme perdent leurs 2 premiers enfants dans des circonstances tragiques dont ils ne souhaitent pas parler. Comme il a l'opportunité de passer beaucoup plus de temps avec Benjamin, ils sont très complices. C'était un garçon, d'abord un très beau garçon, je pense, c'est pas parce que c'était le mien, 2,02 m, c'était un véritable athlète, qui s'intéressait à tout, tant sur le plan sportif que sur le plan intellectuel, que sur le plan de l'actualité. Il s'intéressait vraiment à tout. Et on partageait beaucoup de loisirs ensemble, on faisait beaucoup de voile. On faisait de la moto ensemble, on faisait du jet ski, de la natation, on faisait une foule de choses ensemble. Benjamin intègre l'école de gestion et de commerce de Bretagne. Tout se passe bien pour lui, il a de bonnes notes et se fait beaucoup d'amis. En 2e année, en 2005, l'école lui impose un stage pour valider son année. C'est en Thaïlande pendant 13 semaines. Lorsqu'il m'a annoncé ça, c'était une quinzaine de jours à peine avant son départ. Il m'a dit « Papa, l'école veut que j'aille en Thaïlande. » Je lui dis « Tu vas où en Thaïlande ?» Il me dit « Pattaya. » Je dis « Attends, c'est pas possible. Pas à Pattaya. » J'ai coutume de dire que Pattaya est au sexe ce que Lourdes est à l'eau bénite. Donc j'ai dit, mais attends, non, mais t'inquiète pas, tout est validé par l'école, c'est verrouillé, et il est parti comme ça. Son fils s'envole pour la Thaïlande et Maxime s'inquiète qu'il parte dans cette ville à la réputation peu élogieuse. Il commence à faire ses propres recherches sur l'entreprise dans laquelle son fils fait son stage et sur son patron anglais.
La convention de stage précisait que c'était un stage de comptabilité, alors qu'il n'avait pas une heure de comptabilité en deuxième année. Et quand j'ai regardé la fiche de la société, j'ai appris que l'entreprise déclarait tout au moins 850 € de chiffre d'affaires annuel, qu'elle n'avait aucun salarié, qu'elle était managée par un Anglais qui avait 75 ans. Je suis allé sur le site de cette société et rien que la page d'accueil n'était pas du tout équivoque. Vous aviez des brochettes de jeunes femmes qui étaient des caddies de golf, parce que ce monsieur-là vendait des séjours de golf à la thaïlandaise. Et il était bien précisé que dans la mesure où le caddie ne vous plaisait pas, durant votre séjour, vous pouviez changer. Donc c'était de la prostitution qui n'était même pas déguisée. En principe, les caddies de golf portent le sac du joueur et lui donnent des conseils sur sa manière de jouer. En Thaïlande, ce métier est exclusivement féminin, cela semble être une couverture pour de la prostitution. Mais Benjamin se veut rassurant avec son père quand il l'a au téléphone. Oui, papa, rassure-toi, ça se passe bien. Mon job, c'est essentiellement de sélectionner des hôtels et de trouver de nouveaux hôtels pour héberger les clients. Non, ça se passe très très bien. Mais bon, j'ai beaucoup de boulot. Et il devait, en plus, complètement revoir le site internet de l'entreprise. Donc, ce qui lui prenait beaucoup de temps. Il travaillait entre 12 et 14 heures par jour. Et à l'époque, on n'était pas payé. Mais au fur et à mesure des semaines, le discours de Benjamin au téléphone commence à changer. C'est un peu dur, quoi. La cadence est un petit peu dure, je suis solide, mais là, j'ai perdu 7 kilos en un mois, quoi. Alors je dis, attends, c'est quand même pas normal. Vois avec ton école quand même, parce que tu relèves quand même de la loi française, et on ne peut pas abuser de toi comme on le fait. Benjamin envoie des mails à l'école qui ne lui apportent pas de réponse. Fin juin, Benjamin se fait agresser dans Pattaya. Benjamin était un colosse et un grand sportif, donc il a réussi à désarmer son agresseur, à lui enlever le revolver. L'agresseur a quand même réussi à lui planter un couteau dans le genou. Et là, il se déchaînait jusqu'à ce que 2 Anglais passent et disent « Non, arrête, là tu vas le tuer ». Et Benjamin a fait l'ouverture du journal télévisé local. Benjamin est emmené au commissariat et la télévision thaïlandaise arrive à ce moment-là. Police arrived at the scene to find a French tourist, Mr. Benjamin Danilou, aged 21, and a Thai perpetrator. Dès que possible, Benjamin appelle son père pour lui expliquer ce qu'il s'est passé. Maxime lui dit d'arrêter le stage, que c'est allé trop loin. Bien, il me dit « Oui, papa, t'as raison. » Il me dit « j'ai pas un tempérament de trouillard, mais là, quand même, ça commence à être chaud. » Et j'étais personnellement visé de par l'activité de mon patron. Parce que la mafia thaïlandaise, qui est très dure, a le monopole de la prostitution. Et cet Anglais venait marcher sur leur plate-bande. Maxime décide d'appeler l'école pour leur expliquer la situation et pour leur demander de mettre un terme au stage. L'école me dit « Mais attendez, de quoi vous mêlez-vous ? Vous n'avez pas à intervenir, votre fils est majeur, point. » Alors Benjamin envoie un mail également en disant « Voilà ce qui s'est passé, je demande à ce qu'on mette fin à mon stage parce que ça va très très mal finir dans ce contexte. » Et là je vous cite le mail en réponse mot à mot. « Vous connaissez le contrat, c'est 13 semaines. Si vous ne restez pas 13 semaines, vous redoublez votre année. » Benjamin décide donc de rester en Thaïlande pour terminer son stage. Mais quelques jours après, le dimanche 3 juillet 2005, Maxime reçoit un coup de fil inquiétant à 3h30 du matin du maître de stage de Benjamin. Il lui annonce que son fils a eu un accident de moto. Maxime lui dit alors tout de suite d'emmener son fils à l'hôpital et qu'il lui remboursera les frais. Mais le maître de stage refuse d'avancer de l'argent, donc il confie Benjamin au sauvetage routier, une équipe composée de bénévoles. Ils ont récupéré le Benjamin, donc on voyait son cerveau, semble-t-il.
Et ils l'ont mis sur le plateau arrière d'un pick-up et il pleuvait. Et ils l'ont amené à un dispensaire. Au dispensaire, on leur dit « Non, nous, on fait que de la bobologie. Non, là, attendez, regardez, c'est hyper sérieux. On peut pas, envoyez-le à l'hôpital. Hein. » Donc, ils l'amènent toujours sur le plateau arrière d'un pick-up à l'hôpital de Pattaya. Et là, ils trouvent une carte de crédit sur lui, mais une carte de crédit d'étudiant. Et avec plusieurs prélèvements, parce que les prélèvements étaient limités, ils arrivent à prendre 1 journée et demie, je crois, d'hospitalisation. Donc, il est intégré à l'hôpital. Et là, nous avons commencé à avoir vraiment des infos. Il aura fallu attendre entre 3 et 4 heures entre l'accident et la prise en charge de Benjamin dans un hôpital, alors que les premières heures sont précieuses après des blessures de cette ampleur. Maxime et sa femme n'ont pas d'informations sur les circonstances de l'accident, mais pour le père, c'est évident que c'est la mafia thaïlandaise qui a ciblé Benjamin. Les 2 parents comprennent que l'état de santé de Benjamin est critique. Ils décident alors d'aller sur place pour voir leur fils qui est transféré dans un hôpital à Bangkok. Là, à Bangkok, il a été pris en charge dans un hôpital vraiment merveilleux. Là, il a été très, très bien pris en charge par un éminent professeur qui avait été formé aux États-Unis et qui nous rassurait, qui nous disait « Non, ne vous inquiétez pas, Benjamin récupérera à 90%. On l'a pris en charge, là. » Et donc, moi, je suis resté, je pense, une bonne semaine là-bas. Et ma femme, qui avait prévenu qu'elle ne rentrerait qu'avec son fils, mort ou vivant, elle est restée 1 mois. 1 mois après l'accident, Benjamin rentre en France, à Saint-Malo. Il est toujours dans le coma. Après une grosse opération au niveau du cerveau, Benjamin est admis dans un centre d'éveil de coma près de Lorient. Et attendez, rien que le mot « éveil de coma », c'est tout à fait rassurant, ils vont nous le récupérer, là. Il n'y a pas de souci. On n'osait pas trop nous dire les choses, si vous voulez, parce que nous venions d'avoir un antécédent avec le décès de son frère et de sa sœur aînée, donc on était particulièrement vulnérables, et on ne nous disait pas les choses tout à fait ouvertement. Mais là, il était en centre d'éveil de coma, on lui enlève son permis de conduire, on reçoit un courrier comme quoi il est rayé des listes électorales. On est très étonnés, quoi. On appelle, on pose des questions, on dit c'est la procédure. Bon, on avait d'autres préoccupations que la procédure. On nous dit pas c'est fini. On nous laisse dans l'espoir. Maxime et sa femme font ce qu'ils peuvent pour apporter les meilleurs soins à Benjamin. Il est admis dans une clinique privée où il est très bien soigné et ils vont régulièrement dans plusieurs hôpitaux pour montrer son dossier médical aux meilleurs médecins. Personne ne leur dit clairement que Benjamin ne se réveillera jamais, mais les médecins ne leur apportent pas de solution non plus. 2 ans après l'accident, en 2007, ils décident de l'emmener à Liège, en Belgique, pour voir un spécialiste. Et là, on a une image vraiment très très claire du cerveau de Benjamin, à savoir qu'on nous montre la photo d'un cerveau normal et la photo du cerveau de Benjamin. Donc un cerveau normal, quand il est en activité, c'est plein de couleurs, et le cerveau de Benjamin est tout noir. Il n'a plus d'activité, hormis le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie du cerveau qui se trouve tout à fait en haut de la moelle épinière et qui contrôle votre température, votre rythme cardiaque, le clignement de vos yeux, tout ce qui est réflexe. Et aujourd'hui encore, il n'y a plus que ça qui fonctionne parce qu'il est complètement autonome. Il n'a pas d'assistance cardiaque, il n'a pas d'assistance respiratoire. C'est le professeur Lorez, qui était le spécialiste le plus éminent en Europe à l'époque, nous reçoit et il voulait absolument que nous soyons là tous les 2. Il nous dit « Mais vous n'avez jamais pensé à le démédicamenter ?» Alors moi, naïvement, je réponds « Mais attendez, il n'a pas de médicament. »
Et il m'explique, on considère que la nourriture et l'eau, ce sont des médicaments. Et là, je commence à comprendre que les choses étaient irréversibles et une maman restera toujours une maman. Surtout quand on a eu 3 enfants, qu'on en a déjà perdu 2, elle continuait à croire elle voulait toujours croire que Benjamin allait se rétablir, qu'il était indestructible et qu'il allait se rétablir. Même si Maxime commence à comprendre à ce moment-là que son fils ne se réveillera jamais, sa femme garde toujours espoir. C'était même pas la peine de se poser la question de ce qu'on allait faire le dimanche. C'était, on allait voir Benjamin. Là où il est, ça doit faire 300 kilomètres, aller-retour. Ma femme lui faisait certains soins, comme toutes les mamans. Elle lui nettoyait les ongles, elle le crémait partout, elle achetait des crèmes, les meilleures crèmes qui soient, elle lui nettoyait les oreilles, c'était son fils, elle lui parlait pendant des heures et des heures. Et elle était persuadée que, sur certains de ses soins, Benjamin réagissait. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que Benjamin est dans le coma, son corps s'atrophie et c'est de plus en plus difficile pour ses parents de le voir, les visites se font plus rares. Le 25 décembre 2024, la femme de Maxime prend une décision. Contre toute attente de ma part, le soir de Noël, ma femme me dit « il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose qui n'est pas facile. Je ne peux plus le toucher. Je ne peux plus l'embrasser et j'ai même du mal à le regarder. Il faut absolument libérer Benjamin. J'ai compris, maintenant il faut le libérer. » Elle me dit « qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai pas pu lui répondre tout de suite, tellement c'était surprenant pour moi. J'ai repris cette discussion le lendemain avec elle et je lui ai dit « bon ben... je suis d'accord avec toi, on va faire le nécessaire. » Maxime comprend que sa femme veut que Benjamin soit euthanasié. Ils ont aujourd'hui plus de 70 ans et ils ont peur de partir avant lui. 2 textes sur la fin de vie devraient être débattus au mois de mai 2025 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais même si ce texte est adopté, Benjamin ne pourra pas en bénéficier car il ne peut évidemment pas remplir une condition nécessaire pour bénéficier de l'euthanasie, celle de pouvoir exprimer sa volonté de vouloir être euthanasié. L'autre solution serait donc l'arrêt des soins, c'est-à-dire d'arrêter de lui donner de la nourriture et de l'eau, une manière de faire qui n'est pas envisageable moralement pour les parents de Benjamin. Mais même pour cette solution, beaucoup plus lente et difficile, Benjamin n'est pas éligible en France. Parce que pour être éligible à cela, il faut être en soins palliatifs. D'ailleurs, la loi s'appelle « Accompagnement des malades et de la fin de vie ». La loi qui est en cours d'étude. Et soins palliatifs en 1, fin de vie en 2. Donc il faut être en soins palliatifs pour pouvoir prétendre à une fin de vie. Et Benjamin n'est pas éligible en soins palliatifs parce qu'il n'est ni malade, ni en fin de vie. Barbara, Maxime Danielou espère encore que la future loi en France sur la fin de vie puisse s'appliquer au cas de son fils. Oui, Maxime aimerait que l'Assemblée accepte qu'il y ait du cas par cas pour des profils exceptionnels comme celui de Benjamin. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qu'il a rencontrée sur le plateau de C'est à vous, l'émission de France 5. Mais elle lui a dit clairement qu'il y a des cas auxquels il est difficile de répondre et que la loi qui sera votée dans les prochains mois pourrait ne pas donner de réponse à Maxime et sa femme. Donc finalement, même si Benjamin n'est pas en soins palliatifs, c'est l'arrêt des soins qui semble être le plus envisageable sous condition pour lui. Mais Maxime est catégorique, il ne veut pas voir son fils mourir lentement en le privant de nourriture.
Merci Barbara Gouy et merci à Solène Durox pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles. Code Source et Crime Story, c'est plus de 3 millions d'écoutes mensuelles. Merci beaucoup de votre confiance.